Le soleil, tel une pièce incandescente, était suspendu au-dessus de l'horizon, projetant les longues ombres des cactus et des rochers sur la route déserte. James McConnell menait son cheval bail sans se presser, permettant à l'animal de se reposer après une longue marche. La poussière se déposait sur sa veste en cuir usé, et les larges bords de son chapeau protégeaient à peine son visage des rayons brûlants. À 32 ans, James était l'archétype du Texan, grand, large d'épaules, avec la silhouette nerveuse d'un homme habitué au dur labeur. Des cheveux sombres, grisonnants aux tempes, s'échappèrent de son chapeau, et son visage hâlé, aux pommettes saillantes et au nez droit, témoignait des années passées en plein air. Ses yeux gris, cernés de ridules formées, à force de plisser les yeux au soleil, examinaient attentivement la route devant lui. Une épaisse moustache et une barbe de 2 jours lui donnaient un air sévère, mais son regard restait bienveillant, bien que prudent. Il se dirigeait vers San Marcos, une petite ville au pied de la Sierra, où un travail de convoyeur de bétail l'attendait. James n'était pas pressé. Ancien soldat de cavalerie, il avait quitté l'armée après la guerre et gagnait désormais sa vie en faisant ce qu'il savait faire de mieux, manier les chevaux et le revolver. Sur sa hanche droite pendait un colt usé dans un étui de cuir sombre, et dans sa sacoche de selle reposait une carabine Spencer, les fidèles compagnons d'un cavalier solitaire. Au loin, quelque chose brilla sur la route. James plissa les yeux, scrutant la brume de chaleur. Un être humain, une silhouette solitaire, était assise au milieu du chemin, recroquevillée sur elle-même. Sa main se posa instinctivement sur la crosse de son colt. Dans ces contrées, la solitude était souvent synonyme de problème. À mesure qu'il approchait, les détails devinrent plus clairs. C'était une jeune fille, très jeune, d'environ 18 ans. Sa beauté saisissante était un mélange de 2 mondes. On y devinait les traits d'une femme blanche et ceux d'une princesse indienne. Ses longs cheveux d'un noir de jais, habituellement tressés, étaient maintenant défaits et tombaient en vagues sur ses épaules, encadrant un visage ovale aux pommettes hautes et au menton délicat. Sa peau, d'un hâle couleur de miel, trahissait ses origines métissées, et ses grands yeux en amande, d'un brun foncé, étaient maintenant pleins de larmes et de désespoir. De fins sourcils noirs se courbaient au-dessus de ses yeux, et ses lèvres pleines tremblaient de sanglots contenus. Elle portait une robe de coton blanc ornée de broderies indiennes traditionnelles sur les bords, une tenue qui aurait dû être sa robe de mariée. Le tissu était poussiéreux et déchiré par endroits, révélant de longues jambes bronzées. Ses pieds se nus. Portait des éraflures causées par les pierres tranchantes. Le plus étrange était que, dans sa main droite, elle serrait un couteau de chasse aux manches en os, dont la lame scintillait au soleil. James arrêta son cheval à 10 pas de l'inconnu et descendit lentement de selle. La jeune fille leva la tête, et il put mesurer toute sa beauté, malgré les larmes et le désespoir dans ses yeux. Des larmes coulaient sur ses joues, laissant des traces claires sur son visage poussiéreux. « Mademoiselle !» appela doucement James, en gardant les mains bien en vue. Sa voix était basse, légèrement rauque à cause de la poussière de la route. « Tout va bien ?» La jeune fille sursauta et serra plus fort le couteau. Son regard passa de James à l'horizon, comme si elle évaluait ses chances de fuite. Dans ce mouvement, on sentait la grâce d'un félin sauvage, prêt à bondir ou à s'enfuir. « N'approchez pas », murmura-t-elle d'une voix enrouée par les larmes. Son discours avait un léger accent, une musicalité qui révélait une personne ayant parlé 2 langues depuis l'enfance. James leva les paumes dans un geste pacifique. Ses yeux gris étudiaient son visage avec compassion, mais sans insistance. « Je ne vous ferai aucun mal, je veux juste aider. Êtes-vous blessé ?» Elle secoua la tête, et ses cheveux noirs ondulèrent autour de son visage. Elle ne baissa pas son couteau. « Je n'ai pas besoin d'aide. Laissez-moi. »« La nuit va bientôt tomber, » dit James en balayant du regard le paysage désertique. Son regard glissa sur ses pieds nus et sa robe déchirée.
Et la nuit, les coyotes sortent. Ce n'est pas un endroit pour une jeune fille. Je n'ai pas peur des coyotes, répondit-elle. Mais sa voix tremblait. En prononçant ces mots, elle se redressa, et il devint évident que, malgré son jeune âge, elle possédait la force et la fierté d'une guerrière. James s'accroupit sans s'approcher davantage. Quelque chose dans son regard lui disait qu'elle ne craignait pas les bêtes sauvages, mais les hommes. « Comment t'appelles-tu » Une longue pause s'ensuivit. Le vent agitait les pans de sa veste et soulevait les cheveux sombres de la jeune fille. Elle étudiait son visage, allé, honnête, avec des ridules autour des yeux qui parlaient d'un homme qui avait beaucoup vu, mais n'avait pas perdu sa bonté. « Kiara », dit-elle enfin. Le nom résonna comme une musique dans le silence du désert. « C'est un joli nom. Moi, c'est James. » Il retira lentement son chapeau, révélant ses cheveux sombres parsemés de fils d'argent, et essuya la sueur de son front. « Kiara, je ne sais pas ce que tu fuis, mais rester assise ici sur la route est dangereux. Laisse-moi allumer un feu. Tu pourras manger quelque chose. »« Pourquoi » demanda-t-elle brusquement en relevant le menton. « Pourquoi veux-tu m'aider? Que me veux-tu » James réfléchit à sa réponse, plongeant son regard dans les yeux sombres de la jeune fille. En effet, pourquoi? Il aurait pu passer son chemin, faire comme s'il n'avait rien vu. Il avait assez de ses propres problèmes. « Parce qu'un jour, moi aussi, j'ai eu besoin d'aide, » répondit-il honnêtement, et quelqu'un ne s'est pas détourné. Kiara examinait son visage, cherchant un piège ou un mensonge. James attendit patiemment, la laissant déceler la sincérité dans ses traits. Son regard s'arrêta sur les gentilles ridules au coin de ses yeux, sur ses épaules droites, sur ses mains calleuses, celles d'un homme habitué au travail honnête. « D'accord, » finit-elle par hocher la tête. « Mais je reste ici, et toi, là-bas. » Elle désigna un endroit à quelques pas de la route. James acquiesça et commença à ramasser de l'herbe sèche et des brindilles pour le feu. Ses mouvements étaient calmes, mesurés. Ses larges épaules bougeaient sous sa veste usée, et ses longs doigts disposaient habilement le petit bois. Il ne se pressait pas et évitait les gestes brusques qui auraient pu effrayer la jeune fille. De temps en temps, il jetait un coup d'œil vers elle, remarquant que la tension quittait peu à peu sa silhouette élancée. Lorsque les flammes crépitèrent, il sortit de ses sacoches de la viande séchée, des biscuits et une gourde d'eau. Il posa la nourriture sur un chiffon propre et la poussa près du bord du feu, là où Kiara pouvait l'atteindre. « Mange », dit-il simplement, avant de s'éloigner vers son cheval. Kiara fixa longuement la nourriture, puis saisit avidement un morceau de viande. Elle mangeait vite, affamée, comme si elle n'avait rien eu depuis des jours. James faisait semblant de s'occuper de sa selle, mais il la voyait boire prudemment à sa gourde, ses yeux sombres suivant chacun de ses mouvements. Le soleil se coucha, laissant le ciel strié d'orange à l'horizon et de violet foncé au-dessus. Les premières étoiles commençaient à percer le crépuscule. À la lueur du feu, le visage de Kiara paraissait encore plus beau. Les flammes dansaient sur ses pommettes, projetaient les ombres de ses longs cils et donnaient à sa peau un éclat doré. Au loin, des coyotes se mirent à hurler. Elle tressaillit et porta instinctivement la main à son couteau. « Ils sont loin », la rassura James sans quitter des yeux le feu dans lequel il jetait des branches sèches. « Comment le sais-tu » ? « À leur voix. Ceux-là chassent à 1 mile d'ici. Ils ne s'approcheront pas avant le matin. » Kiara entoura ses genoux de ses bras fins et posa son menton dessus. Le couteau était toujours à côté d'elle, mais sa prise s'était relâchée. « Tu es un soldat » demanda-t-elle, étudiant sa posture et la facilité avec laquelle il portait son arme. « Je l'ai été. Maintenant, je travaille là où je peux. » « Pour qui ?» « Pour ceux qui paient honnêtement un travail honnête. » Elle resta silencieuse, réfléchissant à ses paroles. Et si le travail n'est pas honnête, mais qu'il paie bien? James leva les yeux vers elle.
À la lueur du feu, son visage semblait encore plus jeune. Mais dans ses yeux sombres se lisait une sagesse qui vient de la souffrance. « Alors je m'en vais, » répondit-il. « La conscience vaut plus que l'argent. Même si tu as faim, surtout dans ce cas. La faim passe, mais on doit vivre toute sa vie avec ce que l'on fait contre sa conscience. » Kiara hocha la tête, comme si sa réponse avait une signification particulière pour elle. Le feu crépitait entre eux, des étincelles s'élevaient vers les étoiles et s'éteignaient dans l'air nocturne. Son beau visage était tantôt éclairé par les flammes, tantôt plongé dans l'ombre. « Je me suis enfuie de mon mariage, » dit-elle soudainement. James ne bougea pas, ne posa aucune question. Il attendit simplement, fixant le feu. « Mon père, il a décidé que je devais épouser le fils du chef d'une tribu voisine, pour la paix entre nos peuples. » Sa voix se fit plus basse, et des larmes brillèrent dans ses yeux sombres. Je ne connaissais même pas cet homme. Je ne l'avais vu que 2 fois dans ma vie. « Je comprends, » dit doucement James. « On m'a dit que c'était mon devoir, qu'une femme doit penser au bien de sa tribu, pas à ses propres désirs. » Kiara serra les poings, et les muscles de ses bras fins se tendirent. Mais je n'ai pas pu. Quand la cérémonie a commencé, j'ai pris le premier couteau que j'avais trouvé et je me suis enfui. James jeta une autre branche dans le feu. « Tu as couru loin ?»« Toute la journée. D'abord à cheval, puis à pied quand ma monture a commencé à boiter. »« On te cherche ?» Kiara hocha la tête et ses cheveux ondulèrent autour de son visage. « Mon père enverra des hommes après moi. Peut-être qu'il l'a déjà fait. »« Alors nous ferions mieux de ne pas rester ici jusqu'au haut matin, » dit James en se levant. Debout, il paraissait encore plus imposant, avec ses larges épaules, ses hanches étroites et la démarche assurée d'un homme habitué à prendre des décisions. « Prépare-toi. »« Nous ?» répéta-t-elle en levant la tête pour le regarder. « Je ne peux pas te laisser seul dans le désert. » Il commença à recouvrir le feu de sable, les muscles jouant sous le tissu de sa chemise. « Mais si tu ne veux pas de mon aide, c'est ton droit. » Kiara resta longtemps silencieuse, regardant les braises s'éteindre. Finalement, elle se leva, chancelant de fatigue. À côté de la haute stature de James, elle semblait fragile et vulnérable, mais chaque mouvement révélait une grâce naturelle. « Pourquoi ne demandes-tu rien ?» dit-elle doucement. James s'arrêta, une selle à la main. « À propos de quoi ? Si j'ai bien fait. Tout le monde demande toujours si une femme a bien fait, quand elle va à l'encontre de ce qu'on attend d'elle. » Il leva les yeux vers son visage, éclairé par les dernières lueurs du feu. Sa beauté était saisissante. Peau mate, traits fins, yeux couleur de miel sombre. Mais ce qui le touchait le plus, c'était la douleur dans ses yeux, ce besoin de compréhension. Parce que ce qui m'importe, ce n'est pas d'où tu viens, mais qui tu es. Kiara le regarda avec de grands yeux, comme si ces mots étaient une révélation pour elle. « Et qui suis-je » murmura-t-elle. « Une jeune femme prête à défendre son choix, avec un couteau à la main, » répondit James en sellant son cheval. Cela signifie que ce choix en valait la peine. Ils se mirent en route sous un ciel étoilé. Kiara était assise derrière James sur son cheval, se tenant fermement à sa large ceinture. Ses bras fins entouraient sa taille, et son menton touchait presque son dos. Elle sentait la chaleur et la force de son corps, l'odeur de cuir et de tabac émanant de sa veste usée. Le vent nocturne agitait ses cheveux noirs et transportait l'odeur de l'absinthe et, au loin, celle de la fumée des feux de camp. James menait le cheval avec précaution, choisissant les passages rocailleux où les sabots ne laissaient pas de traces. Ses mains fortes tenaient fermement les rênes, et son dos droit ne fléchit pas une seule fois sous le poids de la jeune femme. « Où allons-nous » demanda Kiara. « À San Marcos. Il y a une auberge où nous pourrons passer la nuit. Demain matin, nous déciderons de la suite. Et s'ils me trouvent, ils ne te trouveront pas, » dit James avec assurance. « Du moins, pas cette nuit. » Kiara posa son front contre son dos,
sentant la chaleur de son corps à travers la chemise. Pour la première fois de cette horrible journée, elle se sentit en sécurité aux côtés de ce grand inconnu, aux yeux gris bienveillants et à la voix douce. San Marcos les accueillit dans la brume de l'aube. La petite ville sommeillait sous les étoiles. Des maisons basses en pisé au toit plat, une rue principale poussiéreuse, quelques lanternes près du saloon et de l'auberge. James arrêta son cheval devant un petit bâtiment de 2 étages, avec une enseigne indiquant « Hôtel Estrella ». « Attends ici », dit-il doucement à Chiara, avant de descendre de cheval. Elle resta en selle, émitouflée dans sa veste qu'il lui avait donnée en chemin. Même dans le désert, les nuits pouvaient être froides, et sa robe légère, tout ce qu'elle avait emporté de son mariage, la protégeait mal du vent. James disparut dans l'obscurité du porche et revint quelques minutes plus tard avec une clé. « Le propriétaire n'a pas posé de questions ?» demanda Chiara, alors qu'il montait l'escalier grinçant jusqu'au 2e étage. Don Esteban est une vieille connaissance. Il sait tenir sa langue. James ouvrit la porte d'une petite chambre avec 2 lits étroits, des meubles simples et une fenêtre donnant sur la cour arrière. « Tu seras en sécurité ici. » Chiara regarda autour d'elle. La chambre était propre, mais modeste. Sur une table se trouvait une carafe d'eau et une serviette propre. « Et où dormiras-tu ? » ?»« En bas, dans la salle commune, où je m'assiérai simplement dans un fauteuil. » James posa les sacoches de sel sur le sol. « Repose-toi. Nous parlerons demain matin. » Il se dirigeait déjà vers la porte quand Chiara l'appela. « James. » Il se retourna. « Merci. » Il hocha la tête et sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Chiara se retrouva seule. Pour la première fois depuis de longues heures, elle pouvait se détendre sans regarder en arrière, ni prêter l'oreille au bruit d'une poursuite. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La ville dormait. Quelque part, un chien aboyait, et au loin brillait une lumière, probablement celle du veilleur de nuit faisant sa ronde. Elle se souvint des dernières heures au village. Les préparatifs du mariage, l'agitation des femmes, qui ornaient ses cheveux de plumes et de perles, les lourds bracelets d'argent à ses poignets, la nouvelle robe que sa mère avait cousue pendant 3 semaines, et son visage, celui du fiancé qu'elle connaissait à peine, calme, confiant, plein du droit de la posséder. « Tu seras une bonne épouse », lui avait-il dit la veille. Il n'avait pas demandé si elle voulait être sa femme. Il avait simplement constaté un fait, comme on parle du temps ou de la récolte. Chiara retira la veste de James et la suspendit au dossier d'une chaise. Elle gardait encore la chaleur de son corps et une légère odeur de cuir et de tabac. Étrangement, cet inconnu lui avait montré plus d'attention et de respect en quelques heures que son fiancé pendant toute la durée de leur connaissance. Elle se lava avec les eaux froides de la carafe et s'allongea sur le lit sans se déshabiller. La fatigue s'abattit sur elle comme une chape de plomb, mais le sommeil ne venait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Que se passerait-il ensuite? Pourrait-elle rentrer chez elle? Et sinon, où aller? En bas, dans la salle commune de l'hôtel, James était assis dans un fauteuil en cuir, près de la cheminée éteinte, et nettoyait son revolver. Les mouvements mécaniques le calmaient et l'aidaient à réfléchir. La situation était compliquée. Aider une fiancée en fuite était une chose. Mais si une poursuite était réellement lancée, cela pourrait entraîner de sérieux problèmes. Les conflits intertribaux dans le Far West se terminaient souvent par un bain de sang. D'un autre côté, il ne pouvait pas oublier ces paroles. « Pourquoi ne demandes-tu rien ?» Elles exprimaient une lassitude face au jugement, à la nécessité de se justifier constamment pour ses décisions. James savait lui-même ce que c'était. Quand le monde entier croit savoir ce qui est le mieux pour vous. Il remonta son revolver et chargea les balles dans le barillet. Demain, il faudrait parler avec Chiara de la suite des événements. Et honnêtement, il ne savait pas quoi lui conseiller. L'aube arriva doucement, colorant le ciel de teintes roses délicates. James monta à l'étage et frappa doucement à la porte de la chambre de Chiara. « Je ne dors pas »,
répondit sa voix. Il entra. Chiara était assise près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller. Elle avait l'air fatiguée, mais plus calme que la veille. « Comment ça va ?» demanda-t-il. « Bien. Tu n'as pas dormi de la nuit ?»« Une habitude. À la guerre, j'ai appris à somnoler en selle et à ne vraiment dormir que dans un endroit sûr. » Chiara hocha la tête. Mon grand-père disait la même chose. Il a combattu les Mexicains, puis les Américains, puis de nouveau les Mexicains. Il disait que la guerre, c'est quand on oublie ce qu'est un vrai sommeil. C'était un homme sage. Il l'était. Il est mort il y a 2 ans. Une tristesse passa dans sa voix. Il aurait compris pourquoi je me suis enfui. Il disait toujours qu'un être humain doit choisir sa propre route. James s'assit sur le bord du 2e lit. « Et ton père ne comprend pas ?» Mon père pense à la paix entre les tribus, au commerce, à la sécurité de notre peuple. Chiara entoura ses genoux de ses bras. Ce n'est pas un homme méchant. C'est juste que pour lui, je ne suis pas sa fille, mais un moyen de résoudre des problèmes. Et maintenant, elle resta longtemps silencieuse, regardant par la fenêtre. Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer chez moi, on me forcerait à me marier. Mais je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent, pas de compétences utiles en ville. « J'ai une idée, » dit James. « À San Antonio vit ma cousine, Helen. Elle tient une pension pour les voyageurs. Elle pourrait te prendre comme employé. Et comment j'y arriverai? C'est à des centaines de miles. Je vais dans cette direction. Je trouverai du travail, escorter une caravane ou quelque chose du genre. » Chiara se tourna vers lui. « Pourquoi fais-tu ça? Nous ne nous connaissons même pas. » James se leva et s'approcha de la fenêtre. En bas, dans la rue, les premiers passants apparaissaient. Un boutiquier ouvrait sa porte. Un garçon menait des chèvres au pâturage. « J'avais une sœur, » dit-il sans se retourner. « Plus jeune que toi, Mary. Quand j'avais 20 ans et elle 16, mes parents ont décidé de la marier au fils d'un fermier voisin. Un veuf âgé avec 3 enfants. Mary les a suppliés de ne pas le faire. Mais ils ont dit que c'était un bon parti, qu'elle devait penser à la famille. Il se tut. Chiara attendait la suite. Je venais de rentrer de l'armée. J'aurais pu l'emmener, la conduire quelque part. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pensé que mes parents savaient mieux, qu'une fille avait besoin d'une famille, de stabilité. James serra les poings. Mary a vécu 1 an et demi dans ce mariage. Elle est morte en couche en donnant naissance à son 3e enfant. Elle avait 17 ans. Chiara se leva et s'approcha de lui. « Ce n'est pas ta faute, je sais. Mais je me demande toujours ce qui se serait passé si je l'avais écoutée, elle, et non eux. » Ils se tenaient côte à côte près de la fenêtre. Chiara sentait la douleur qui émanait de lui, une douleur profonde, ancienne, qu'il portait en lui depuis des années. « C'est pour ça que tu m'aides, » dit-elle doucement. « Oui, et parce que tu me la rappelles. Pas physiquement, Mary était blonde, mais par la façon dont tu tenais ce couteau hier sur la route, prête à te défendre jusqu'au bout. » Des voix se firent entendre en bas. James se tendit et regarda dans la rue. Sur la route principale, des cavaliers approchaient. 4 hommes à cheval. Même de loin, on voyait que c'étaient des Indiens. « Merde !» jura-t-il. Chiara regarda aussi par la fenêtre et pâlit. « Ce sont les hommes de mon père. Je reconnais les chevaux. » Les cavaliers s'arrêtèrent près du saloon d'en face et commencèrent à interroger les passants. L'un d'eux désigna l'hôtel. « Il faut partir. Vite !» dit James en attrapant les sacoches de sel. « Mais ils sont déjà là. Il y a une sortie de derrière. Allons-y. » Ils descendirent par l'escalier de service. Don Esteban les attendait en bas avec 2 paquets enveloppés dans du tissu. « De la nourriture pour la route, » expliqua-t-il brièvement. « Ton cheval est déjà sellé et t'attend dans l'écurie. Passez par les ruelles, à travers l'Arroyo. Là, ils ne vous verront pas. » « Merci, mon ami, » dit James en lui serrant la main. « Sois prudent, amigo.
Ces hommes ont l'air sérieux. Ils sortirent par la porte de derrière et rejoignirent l'écurie. James sortit rapidement le cheval et aida Kiara à monter en selle derrière lui. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête. » Ils quittèrent la ville en suivant le lit asséché d'un ruisseau, caché de la rue principale par de basses collines. Ce n'est que lorsque San Marcos disparut derrière un virage que James se permit de se détendre. « Comment nous ont-ils trouvés si vite ?» demanda Kiara. « Les traces. Ton père a dû envoyer ses meilleurs pisteurs. » James examina la route devant lui. « Mais maintenant, nous avons une avance. Il faut en profiter. » « Et ensuite ?»« Ensuite, nous disparaissons. Au Texas, il y a beaucoup d'endroits où l'on peut se perdre. L'important est de tenir quelques jours, jusqu'à ce qu'ils comprennent que leurs recherches sont vaines. » Kiara le serra plus fort par la taille. « Et après San Antonio ?»« Et après San Antonio », confirma James. Ils chevauchaient sur une route déserte, laissant derrière eux le passé de Kiara et se dirigeant vers un avenir inconnu. Vers midi, la chaleur devint insupportable. Le soleil était suspendu juste au-dessus de leur tête, transformant l'air en une fournaise. James quitta la route principale pour un sentier à peine visible menant dans les montagnes. Ses larges épaules se tendirent sous sa chemise usée, alors qu'il soutenait Kiara dans la montée abrupte. Ici, parmi les rochers et les cactus, il était plus facile de se cacher des poursuivants. « Il y a une grotte par ici, » expliqua-t-il, sa voix basse sonnant calme et rassurante. Je l'utilisais autrefois quand je travaillais dans la région. On peut y attendre que la chaleur du jour passe et laisser le cheval se reposer. Kiara le serra plus fort par la taille, avec ses bras fins, sentant les muscles de son dos jouer sous ses paumes. La proximité de cet homme fort et fiable éveillait en elle des sensations étranges et inconnues. Une chaleur se répandait dans sa poitrine, son cœur battait plus vite. Elle pressa sa joue contre son dos, inhalant l'odeur déjà familière de cuir et de tabac. Le sentier serpentait entre des rochers rouges, grimpant de plus en plus haut. En bas s'étendait le désert infini, une mer ondulante de sable et d'absinthe sous un ciel impitoyable. Quelque part là-bas, dans la brume de chaleur, les hommes de son père les cherchaient. La grotte se révéla spacieuse et fraîche. James descendit de cheval et tendit la main à Kiara pour l'aider à descendre. Lorsque leurs doigts se touchèrent, une vague de chaleur parcourut sa peau. Elle leva les yeux et croisa son regard gris. Il y lisait quelque chose de nouveau, pas seulement de l'attention, mais un sentiment plus profond qui lui coupait le souffle. « Merci », murmura-t-elle, sans lâcher sa main. James s'attarda contemplant son magnifique visage. Ses pommettes hautes étaient légèrement rougies par la chaleur, ses lèvres pleines étaient entr'ouvertes, et des étincelles dorées dansaient dans ses yeux sombres. Ses cheveux noirs étaient en désordre à cause de la route, et il eut envie de repousser une mèche de son visage. « De rien », répondit-il doucement, mais il ne lâcha pas sa main. Ils restèrent ainsi quelques instants, incapables de détacher leurs regards l'un de l'autre. Finalement, James relâcha doucement sa paume et se détourna pour attacher le cheval à l'ombre d'un grand rocher. Kiara suivit du regard ses mouvements, chaque geste empreint d'une grâce virile. Des épaules larges, des hanches étroites, de longues jambes dans des jambières en cuir. Lorsqu'il se pencha pour défaire les sacoches de sel, sa chemise se tendit sur son dos, soulignant le relief de ses muscles. Elle se détourna, honteuse de ses pensées. Dans sa tribu, on lui avait appris qu'une femme ne devait pas regarder un homme de cette façon. Mais avec James, tout était différent. Il n'exigeait pas d'elle la soumission, ne la regardait pas comme un objet. Dans son regard, elle voyait du respect, de l'admiration, et quelque chose d'autre qui faisait battre son cœur plus vite. James disposa les provisions sur une pierre plate, tandis que Kiara s'assit à l'entrée de la grotte, d'où la vue s'étendait sur toute la vallée. « C'est beau », dit-elle en regardant le paysage, « et dangereux. » James s'assit à côté d'elle, si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. Il sortit une longue vue de sa sacoche de sel. « D'ici, on peut voir à des miles à la ronde. Si quelqu'un traverse la vallée,
nous le remarquerons immédiatement. Il lui tendit la longue-vue, et leurs doigts se touchèrent à nouveau. Cette fois, le contact fut plus long, plus conscient. Kiara leva les yeux et vit que James ne regardait pas la vallée, mais elle. « Quoi ?» demanda-t-elle doucement. « Tu es très belle », dit-il simplement, sans flatterie ni calcul. Il constatait simplement un fait qu'il ne pouvait plus cacher. Kiara sentit le rouge lui monter aux joues. « James, pardonne-moi, je ne voulais pas te gêner. » Il se détourna, mais elle posa une main sur son avant-bras. « Ne te détourne pas. » Sa voix était basse mais résolue. « J'aime quand tu parles comme ça. Personne ne m'a jamais, je veux dire, personne ne l'a jamais dit de manière à ce que je me sente non pas comme un objet, mais comme une personne. » James se tourna vers elle. La distance entre eux s'était réduite à quelques centimètres. Elle pouvait voir chaque ridule au coin de ses yeux, chaque poil de son épaisse moustache. « Tu n'es pas un objet, » dit-il d'une voix rauque. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée, et pas seulement physiquement. »« Et comment d'autres ?» murmura-t-elle, incapable de détacher son regard de ses lèvres. « Tu as un cœur courageux, une volonté de fer. Tu es prête à te battre pour ta liberté. » Sa main se leva et toucha doucement sa joue. « Et une âme bienveillante, je le vois dans tes yeux. » Kiara ferma les yeux, savourant le contact de sa paume calleuse sur sa peau. Personne ne l'avait jamais touchée avec une telle tendresse, une telle vénération. « James, » murmura-t-elle en ouvrant les yeux, « je n'ai jamais rien ressenti de tel. » « Moi non plus. » Son visage se rapprocha encore. « Kiara, puis-je » Elle hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix. James se pencha et effleura doucement ses lèvres des siennes. Le baiser était tendre, prudent. Il ne voulait pas l'effrayer ni lui faire croire qu'il était comme tous les autres hommes. Kiara tressaillit de surprise, mais ne se recula pas. Ses lèvres étaient chaudes, douces sous sa moustache rêche. Elle répondit timidement au baiser, et il l'approfondit, l'attirant plus près de lui. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respirèrent rapidement. « Pardonne-moi, » dit James, « je n'aurais pas dû... Ne t'excuse pas, » l'interrompit Kiara en posant ses doigts sur ses lèvres. C'était merveilleux. Elle posa sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. James l'enlaça, enfouissant son visage dans ses cheveux noirs et soyeux. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais ça me plaît. » Ils restèrent enlacés à l'entrée de la grotte, savourant leur proximité. L'air frais de la grotte se mêlait à la chaleur de leur corps. Kiara se sentait en parfaite sécurité dans les bras puissants de James. Soudain, le cheval hennit et s'agita. James se mit instantanément en alerte et s'écarta doucement de Kiara, saisissant la longue-vue. En bas, sur la route, un groupe de cavaliers apparut. « Ce sont eux ?» demanda-t-il à voix basse. Kiara regarda dans la longue-vue et pâlit. « Oui, devant, c'est Plume d'Aigle, le meilleur pisteur de la tribu. » James la serra par les épaules, sentant ses tremblements. « N'ayez pas peur, ils ne nous trouveront pas. »« Et s'ils nous trouvent ?»« Ils ne nous trouveront pas, » répéta-t-il avec assurance, la serrant plus fort contre lui. « Je ne te laisserai pas leur faire de mal, je te le promets. » Kiara se tourna dans ses bras et le regarda dans les yeux. « Tu te battrais pour moi ?»« Jusqu'à ma dernière goutte de sang, » répondit James sans hésitation. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, rapidement, impulsivement. « Alors je n'ai pas peur. » Ils se cachèrent au fond de la grotte et attendirent. Les cavaliers approchaient lentement, s'arrêtant à chaque embranchement du sentier. James tenait Kiara dans ses bras, une main caressant ses cheveux, l'autre prête à dégainer son revolver. « Quoi qu'il arrive, » lui murmura-t-il à l'oreille, « sache que ces 2 jours ont été les meilleurs de ma vie. »« Et de la mienne, » murmura-t-elle en retour, enfouissant son visage dans son cou.
Finalement, les cavaliers passèrent en devant leur cachette, sans remarquer le sentier menant à la grotte. James et Chiara attendirent encore 1 heure, sans se lâcher. « Ils sont partis », dit enfin James. « Oui. » Mais Chiara ne s'écarta pas. « James, qu'adviendra-t-il de nous quand nous arriverons à San Antonio ?»« Que veux-tu dire? Tu me laisseras chez ta sœur et tu continueras ta route ?» Une inquiétude perçait dans sa voix. James lui releva le menton, la forçant à le regarder dans les yeux. « Et tu veux que je reste ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Je le veux vraiment. Alors je resterai. » Il l'embrassa de nouveau plus longuement et plus passionnément que la première fois. « Je ne pourrai pas te quitter, Chiara. Pas maintenant que je t'ai trouvé. Et je ne te laisserai pas partir, » murmura-t-elle entre 2 baisers. Ils rassemblèrent leurs affaires et se préparèrent à partir. Mais une nouvelle intimité flottait désormais entre eux. Chaque contact fortuit, chaque regard était empli de tendresse et de promesses. À l'entrée de la grotte, Chiara s'arrêta et se retourna. « Quelque chose ne va pas ?» demanda James. « Non, juste, c'est l'endroit où j'ai embrassé un homme pour la première fois de ma propre volonté. » Elle sourit, ce sourire qui illuminait tout son visage. « Merci. C'est toi qui m'as offert le premier baiser qui a bouleversé mon monde. » Répondit-il en portant sa main à ses lèvres. Ils quittèrent la grotte alors que le soleil commençait à décliner vers l'ouest. Maintenant, Chiara était assise encore plus près de James, ses bras l'entourant non plus seulement pour la sécurité, mais avec tendresse. Parfois, elle l'embrassait dans le cou, le faisant frissonner de plaisir. « Fais attention, » l'avertit-il avec un sourire. « Sinon, nous n'arriverons jamais à San Antonio. »« Peu m'importe le temps que ça prendra, » lui murmura-t-elle à l'oreille, « tant que nous sommes ensemble. » Le soir, ils atteignirent un petit lac de montagne entouré de pins. L'endroit était frais et calme. Seul le vin bruissait dans la cime des arbres, et les poissons clapotaient dans l'eau sombre. « Nous passerons la nuit ici, » décida James. « Nous reprendrons la route demain matin. » Il alluma un feu tandis que Chiara allait chercher de l'eau au lac. Quand elle revint, il se tenait près du feu, et les flammes dansaient sur son visage, soulignant ses traits virils. Le cœur de Chiara se serra de tendresse. Comment avait-elle pu s'attacher si fort à cet homme en si peu de temps? « Chiara » appela-t-il en lui tendant la main. Elle s'approcha, et il la prit par la taille, l'attirant contre lui. Ils se tenaient près du feu, se regardant dans les yeux. « Tu sais ce qu'il y a de plus surprenant ?» dit-il doucement. « Quoi ? Toute ma vie, je me suis senti incomplet, comme s'il me manquait quelque chose. » Il lui toucha le visage. « Et maintenant, je comprends ce que c'était. C'est toi qui me manquais. » Chiara se hissa sur la pointe des pieds et l'enlaça par le cou. « Toi aussi tu m'as manqué. Toute ma vie. Je ne le savais tout simplement pas. » Ils s'embrassèrent longuement, passionnément, oubliant le monde entier. Les mains de James glissaient sur son dos, s'emmêlaient dans ses cheveux soyeux. Chiara se pressait contre lui de tout son corps, savourant sa force et sa chaleur. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement. « Chiara, » dit James d'une voix rauque, « je ne veux pas précipiter les choses. Je ne veux pas que tu penses. » Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Je pense seulement que je t'aime. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Ils se regardèrent, comprenant toute l'importance de cette déclaration. « Et je t'aime aussi, » dit enfin James, follement, désespérément. « Alors pourquoi restons-nous là à parler ?» murmura-t-elle en l'embrassant dans le cou. James la souleva dans ses bras, et elle enroula ses jambes autour de sa taille. Il la porta jusqu'à l'endroit où il avait étendu des couvertures près du feu, et la déposa doucement sur la couche moelleuse. « Tu es sûr ?» demanda-t-il en la regardant dans les yeux. « Absolument, » répondit-elle en l'attirant à elle. Ils firent l'amour sous les étoiles, tendrement, passionnément, comme si le monde entier avait disparu pour ne laisser que d'eux. James était incroyablement attentionné, attentif à chacune de ses réactions. Et Chiara se donna à lui entièrement,
sans la peur et la honte qui l'avaient tourmenté toute sa vie. Ensuite, ils restèrent allongés dans les bras l'un de l'autre, écoutant le crépitement du feu et le bruit du vent dans les pins. « James » murmura Chiara, dessinant des motifs sur sa poitrine avec son doigt. « Qu'est-ce qu'on dira à ta sœur? Qu'on s'est mariés en chemin ?» James se souleva sur un coude et la regarda. « Mais nous nous sommes mariés, ici sous les étoiles, avec Dieu comme témoin. » Il prit sa main et lui baisa les doigts. « Si tu acceptes d'être ma femme. »« J'accepte, » répondit-elle sans hésitation. « Pour toujours, répéta-t-il en l'embrassant. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, et pour la première fois depuis de nombreuses années, tous deux dormirent sans cauchemar, sans peur, seulement avec de l'amour et de l'espoir pour l'avenir. Le matin les accueillit avec les doux rayons du soleil perçant à travers les branches de pin. Chiara se réveilla la première, sentant encore la chaleur du corps puissant de James à côté d'elle. Sa main reposait sur sa taille, et son visage était détendu dans le sommeil. Elle se tourna doucement pour mieux observer les traits de l'homme qui, en quelques jours, était devenu son univers. Ses cheveux sombres étaient en désordre, tombant sur son front haut. Ses cils épais projetaient des ombres sur ses joues hâlées. Même dans son sommeil, son visage reflétait la force et la détermination. Chiara ne put s'empêcher de passer un doigt le long de sa pommette. James ouvrit ses yeux gris et sourit. Ce sourire spécial qui n'était que pour elle. « Bonjour ma femme », dit-il d'une voix rauque en l'attirant plus près. « Bonjour mon mari. » Les mots sonnaient étranges, mais justes. Elle se pencha et l'embrassa sur les lèvres. « Bien dormi ?»« Mieux que jamais de toute ma vie. » Sa paume glissa le long de son dos nu. « Et toi ?»« Je n'ai fait que de beaux rêves. » Chiara s'étira, et le soleil matinal joua sur sa peau couleur de miel. « James, qu'arrivera-t-il quand nous serons à San Antonio? Où vivrons-nous? »« Nous trouverons une maison, petite mais confortable. » Il s'assit, et la couverture glissa de son torse musclé. « Je trouverai un travail stable, peut-être shérif ou dans un ranch. Tu t'occuperas des herbes, tu soigneras les gens. Nous aurons une belle vie. » Chiara s'assit à côté de lui, se blottissant contre son épaule. « Et des enfants, autant que tu voudras. » James l'embrassa sur le sommet de la tête. « Les garçons te ressembleront, les filles me ressembleront. »« Le contraire, » rit-elle. « Les garçons doivent être forts, comme leur père. » Ils s'habillèrent et déjeunèrent avec les restes de leurs provisions. James sellait le cheval quand il remarqua un nuage de poussière à l'horizon. « Chiara, vite !» Sa voix était calme, mais elle y décela une tension. « Qu'y a-t-il » ? « Des cavaliers, beaucoup. » Il l'aida à monter en selle. « On dirait que ton père a envoyé des renforts. » Ils s'élancèrent sur le sentier de montagne, mais il devint vite évident que les poursuivants se rapprochaient. Le cheval était fatigué par les longues journées de route, tandis que les cavalières avaient des montures fraîches. « James, arrête-toi » dit soudain Chiara. « Quoi ? Non, nous devons... Arrête-toi. » Sa voix était pleine de détermination. « Ils nous rattraperont de toute façon, et je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. » James tira sur les rênes. « Chiara, je ne te livrerai pas à eux. »« Je sais, mais je ne veux pas non plus qu'une fusillade éclate à cause de moi. » Elle l'enlaça par la taille. « Fais-moi confiance. » Quelques minutes plus tard, ils furent encerclés par 8 cavaliers. En tête se trouvait un grand Indien d'âge mûr, au visage sévère et aux yeux sombres perçants. Ses riches vêtements et sa posture fière indiquaient clairement qu'il était le chef. « Père » dit doucement Chiara. Cœur de pierre, tel était le nom de son père, s'approcha lentement. Son regard glissa sur James, s'attarda sur la façon dont il tenait Chiara, et son visage devint encore plus sévère. « Ma fille. » Sa voix était froide comme la glace. « Tu as déshonoré notre nom. »« J'ai choisi mon destin, » répondit Chiara, sans baisser les yeux. « Ton destin est d'être la femme de Loup Rapide.
de renforcer la paix entre nos tribus. Cœur de Pierre désigna James, et cet homme blanc a volé. Il ne m'a pas volé, je suis venu à lui de mon plein gré. Mensonge! Explosa l'un des guerriers. Les diables blancs mentent toujours. James se tendit, sa main se dirigeant instinctivement vers son colt, mais Kiara lui serra l'avant-bras. Silence, Sir Fagile, dit froidement Cœur de Pierre. Puis il se tourna de nouveau vers sa fille. Kiara, je te donne une dernière chance. Reviens avec nous volontairement. Loup Rapide acceptera de pardonner ta fuite. Non. La voix de Kiara ne tremblait pas. Je n'appartiens plus à votre monde, père. J'ai un mari. Cœur de Pierre tourna son regard vers James. Tu as épousé ma fille, homme blanc. Oui, répondit fermement James, et je la protégerai de quiconque tentera de lui faire du mal. Même de 8 guerriers armés, même d'une centaine. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent dans les yeux. Finalement, Cœur de Pierre eut un sourire amer. De belles paroles, mais le courage n'arrête pas les balles. Il fit un signe de la main, et les guerriers levèrent leurs carabines. « Arrêtez !» cria Kiara. « Père, si vous le tuez, je me suiciderai. Je le jure sur les esprits de nos ancêtres. » Cœur de Pierre leva la main, et les guerriers baissèrent dans leurs armes. « Tu bluffes. Essayez pour voir. » Kiara se redressa en selle. « J'ai déjà préféré la mort à un mariage forcé. Pensez-vous que j'ai changé d'avis ?» Un long et pesant silence s'installa. Le vent agitait l'herbe. Et quelque part dans le ciel, un faucon criait. « Bien, dit enfin Cœur de Pierre. Mais je ne te laisserai pas partir si facilement. Si cet homme est vraiment ton mari, qu'il prouve qu'il est digne de toi. » De quelle manière? Demanda James. Un duel. Toi contre notre meilleur guerrier. Le chef désigna un jeune Indien à la carrure puissante. Si tu gagnes, tu prends ma fille. Si tu perds, elle reste avec nous. James étudia son adversaire. Jeune, fort, avec des cicatrices sur les bras et la poitrine, c'était de toute évidence un combattant expérimenté. « Quelle arme ?» demanda-t-il. « Ou les couteaux ? Jusqu'au premier sang, ou jusqu'à ce que l'un de vous abandonne. »« James, non, » murmura Kiara. « Ours tueur n'épargne personne. Il pourrait te mutiler. Tout va bien. » James lui serra la main. « Je ne perdrai pas. » Il descendit de cheval et retira sa veste. Ours tueur sauta également de sa monture. Il tenait à la main un long couteau de chasse aux manches en os. « Commencez !» ordonna Cœur de Pierre. Ours tueur attaqua le premier, rapide, furieux, visant l'abdomen. James esquiva sur le côté, évitant le coup. L'Indien était plus fort, mais James était plus expérimenté. Des années de guerre et de service lui avaient appris à se battre non seulement avec la force, mais aussi avec l'intelligence. Ils tournèrent en l'un autour de l'autre comme deux prédateurs. Ours tueur chargea de nouveau, mais James utilisa son élan contre lui. Il lui fit un croche-pied et l'envoya au sol. L'Indien roula sur lui-même et se releva d'un bond, rugissant de colère. Il était maintenant plus prudent, étudiant le style de James. Soudain, il lui jeta une poignée de sable aux yeux. James ferma les yeux, et Ours tueur en profita pour frapper avec son couteau. La lame effleura l'épaule gauche de James, déchirant sa chemise, et laissant une traînée sanglante sur sa peau. « James !» cria Kiara. Mais cela ne fit que l'enrager. James s'essuya les yeux et passa à l'attaque. Il ne se battait plus comme un soldat, mais comme une bête furieuse protégeant ce qu'il avait de plus cher. Une série de coups rapides et le couteau d'Ours tueur vola sur le côté. James plaqua son adversaire au sol et lui mit la lame sous la gorge. « Tu te rends ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Ours tueur hocha la tête. James le relâcha et se releva, respirant lourdement. Cœur de Pierre descendit de cheval et s'approcha d'eux. Il regarda longuement James, puis sa fille. « Tu as gagné, dit-il enfin.
par le droit du plus fort, Chiara est ta femme. » « Père, » commença Chiara, mais il leva la main. « Je vois comment tu le regardes, et comment il te regarde. » Le chef soupira. Peut-être que les vieilles traditions doivent vraiment disparaître. Il s'approcha de Chiara et la serra dans ses bras. « Sois heureuse, ma fille, et souviens-toi, tu pourras toujours rentrer à la maison. » « Merci, père. » Des larmes coulaient sur ses joues. « Je n'oublierai pas notre peuple. » Cœur de Pierre se tourna vers James. « Prends soin d'elle, homme blanc. Elle est plus précieuse que tous les trésors. »« Je le sais, » répondit James, « et j'en prendrai soin toute ma vie. » Les guerriers firent demi-tour et partirent au galop. Chiara se précipita vers James, examinant sa blessure. « Ça fait mal ?» demanda-t-elle en déchirant le bas de sa robe pour en faire des bandages. « C'est supportable. » Il lui caressa les cheveux. « L'important, c'est que nous soyons libres maintenant. »« Libres » répéta-t-elle en lui bandant l'épaule. « Et nous avons la bénédiction de mon père. Alors, nous pouvons aller à San Antonio et commencer une nouvelle vie. » Ils reprirent la route, se tenant la main. Devant eux s'étendait le chemin de l'avenir, inconnu mais plein d'espoir. James et Chiara n'étaient plus des fugitifs. Ils étaient mari et femme, prêts à construire une vie ensemble. « James, » dit Chiara, alors qu'ils descendaient des montagnes vers la vallée. « Oui ? Et si ta sœur ne nous accepte pas ? Et si elle est contre les mariages mixtes ? » « Hélène n'est pas comme ça. » James lui serra la main. « Mais même si c'était le cas, nous trouverions un autre endroit. L'important, c'est que nous soyons ensemble. »« Ensemble, » acquiesça-t-elle, « pour toujours. » Le soleil montait de plus en plus haut, promettant une journée chaude. Mais James et Chiara ne sentaient pas la chaleur. Ils étaient trop heureux, trop amoureux pour prêter attention aux petits désagréments. Devant eux se trouvait San Antonio. Devant eux se trouvait une nouvelle vie. Et devant eux se trouvait un amour qui s'était révélé plus fort que les traditions, les préjugés et les peurs. Ils chevauchaient vers leur bonheur, sans savoir que le destin leur réservait encore de nombreuses épreuves. Mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, comme il sied à un vrai mari et une vraie femme. San Antonio les accueillit le soir du 3e jour de voyage. La ville s'étendait dans la vallée de la rivière. Ses maisons en adobe et ses constructions en bois baignant dans les rayons dorés du soleil couchant. Le clocher d'une vieille mission dominait les toits, et dans l'air flottaient les arômes de la cuisine mexicaine et des orangers en fleurs. James arrêta son cheval près d'une petite taverne à la périphérie de la ville pour se rafraîchir avant de rencontrer sa sœur. Chiara arrangea ses cheveux et lissa sa robe froissée, tout aussi nerveuse que son mari. « Comment suis-je » demanda-t-elle. « Merveilleuse. » James l'embrassa sur le front. « Hélène t'adorera, tu verras. » La pension. La Rose du Texas se trouvait dans une rue calme du centre-ville. Le bâtiment de 2 étages en briques rouges, avec sa large véranda et ses parterres de fleurs, avait l'air confortable et accueillant. Sur le porche, dans un fauteuil en osier, était assise une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux cendrés coiffés en un chignon serré. « James !» s'exclama-t-elle en voyant les cavaliers. « Mon Dieu, comme tu as maigri !» Hélène Whitmore était de taille moyenne, avec un visage bienveillant et des yeux noisettes chaleureux. Sa simple robe bleue et son tablier blanc soulignaient son côté pratique, mais son sourire était sincère et joyeux. James descendit de cheval et serra sa sœur dans ses bras. « Hélène, je te présente Chiara, ma femme. » Hélène se figea, étudiant la jeune femme à la beauté exotique. Chiara descendit de cheval, serrant nerveusement les mains. « Bienvenue dans notre maison, » dit enfin Hélène, sans la moindre trace de jugement dans sa voix. « Toute femme de James et ma sœur, James et ma sœur. » Chiara soupira de soulagement. « Merci pour votre hospitalité, Miss Hélène. Appelle-moi simplement Hélène. » La propriétaire de la pension la prit par le bras. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. Et ensuite,
Vous me raconterez comment vous vous êtes rencontrés. La chambre du 2e étage était simple mais propre. Un lit avec une couverture en patchwork, une commode, une petite table près de la fenêtre donnant sur le jardin. Hélène apporta de l'eau chaude pour se laver et des serviettes propres. « Reposez-vous, je vais préparer le dîner », dit-elle. Il n'y a que 2 pensionnaires en ce moment, M. Thompson, un marchand de bétail, et Señora Garcia avec sa fille. Des gens tranquilles. Restés seuls, James et Chiara se permirent enfin de se détendre. Ils se lavèrent, enfilèrent dans des vêtements propres sortis de leur sacoche et descendirent pour le dîner. Dans la salle à manger, les pensionnaires étaient déjà assis autour d'une longue table en chêne. M. Thompson, un Texan âgé à la moustache grise, leur fit un signe de tête amical. Señora Garcia, une veuve d'âge moyen, examinait Chiara avec méfiance. Mais sa fille, une fillette d'environ 12 ans aux yeux sombres et curieux, leur sourit à tous les deux. « Bienvenue à San Antonio », dit Thompson alors qu'Hélène servait du poulet rôti avec des légumes. « James, je me souviens de toi quand tu n'étais qu'un garçon. Et maintenant, regarde la belle femme que tu as ramenée. » Chiara rougit du compliment, tandis que James souriait fièrement. « Dites, monsieur James, » demanda la petite Isabella Garcia, « est-ce vrai que vous vous êtes rencontrés dans le désert ?» Isabella, la réprimanda sa mère, ne pose pas de questions personnelles. Ce n'est rien, rassura James. Oui, nous nous sommes rencontrés sur la route. Chiara avait des ennuis, et je l'ai aidée. Comme dans un conte de fées, s'exclama la fillette. Le prince a sauvé la princesse du méchant dragon. Quelque chose comme ça. Acquiesça Chiara, échangeant un regard tendre avec son mari. Après le dîner, Hélène les invita sur la véranda pour prendre un café. La ville plongeait dans le crépuscule, les premières lanternes s'allumaient, et quelque part, une guitare jouait. « James, » dit Hélène alors qu'ils s'installaient dans les fauteuils en osier, « raconte-moi toute la vérité. Que s'est-il passé ?» James raconta l'histoire de leur rencontre, omettant les détails intimes, mais ne cachant pas les difficultés. Hélène écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Donc tu t'es enfui d'un mariage forcé, » dit-elle à Chiara. « Je comprends. Moi aussi j'ai fui un jour un mari qui me battait. »« Hélène » commença James, mais sa sœur l'arrêta d'un geste. « Chiara doit savoir qu'elle n'est pas seule. » Hélène prit la main de la jeune femme. « Ici, au Texas, nous avons une chance de commencer une nouvelle vie. L'important est de ne pas regarder en arrière. »« Et pour le travail ?» demanda James. « J'ai besoin de trouver un poste stable. »« Ça tombe bien, le shérif Connor cherche un adjoint. Le salaire est bon, le travail n'est pas des plus dangereux. San Antonio est calme, pas comme les villes frontalières. »« Et moi ?» demanda doucement Chiara. « Que puis-je faire ?»« Oh, pour une femme qui connaît les herbes. »« Beaucoup à faire ici, » sourit Hélène. « Le docteur Harrison est vieux, il peine à se déplacer. Et la sage-femme, Señora Lopez, vient de déménager chez sa fille à Houston. Les gens ont besoin d'aide. » Chiara s'anima. « Je sais comment assister aux accouchements, soigner la fièvre, préparer des infusions contre le rhume. Alors il ne reste plus qu'à obtenir l'autorisation du conseil municipal, mais ce n'est qu'une formalité. » Hélène but une gorgée de café. « Et en attendant, tu peux m'aider avec les pensionnaires. La maison est grande. Les bras manquent. » Les jours suivants passèrent dans l'agréable agitation de la construction d'une nouvelle vie. James rencontra le shérif Connor, un Irlandais trapu d'une 50aine d'années, avec une moustache rousse et un air bonhomme. « L'expérience militaire est une bonne chose, » dit le shérif en examinant les recommandations de James. « Mon adjoint actuel, Billy Jackson, bien qu'il fasse de son mieux, est un peu trop impétueux. Il faut un homme avec la tête sur les épaules. » Le travail se révéla en effet calme. Patrouille dans les rues, règlement de petites disputes, parfois escorte de cargaisons d'argent depuis les mines. James s'habitua rapidement et se lia même d'amitié avec Billy, un jeune cow-boy qui rêvait d'aventure,
mais se contenter pour l'instant de maintenir l'ordre dans les saloons. Chiara ne resta pas inactive non plus. Hélène la présenta aux dames influentes de la ville, et bientôt, la jeune femme eut ses premières patientes. Señora Rodriguez la remercia pour son aide lors d'un accouchement difficile. Madame Williams vanta les mérites de son infusion contre la migraine. Même la sévère femme du banquier, Madame Sterling, admit que sa pommade contre les rhumatismes était plus efficace que les médicaments coûteux de la pharmacie. « Tu vois » disait Hélène le soir autour d'un thé. « Je t'avais bien dit que tu t'adapterais. Ici, les gens ne jugent pas sur les origines, mais sur les actes. » Mais tout n'était pas si simple. Un jour, alors que Chiara revenait du marché, un groupe de jeunes Mexicains lui barra la route. « Hé, ma jolie !» dit leur chef, un dandy dans une veste brodée d'argent. « J'ai entendu dire que tu soignes les gens, et pour ce qui est de s'amuser, laissez-moi tranquille, » répondit froidement Chiara, en essayant de les contourner. « Pas si vite. » L'homme lui saisit le bras. Ramon Caceres n'a pas l'habitude qu'on l'ignore, surtout les métisses qui jouent les prudes. « Lâchez-moi !» Chiara tenta de se dégager, mais la prise était ferme. « Et qu'est-ce que tu vas faire? Appeler ton homme blanc? » Ramon ricana. « Il est loin. Mais moi, je suis prêt, » retentit une voix familière. James apparut au coin de la rue, la main sur la crosse de son colt. Son visage était calme, mais ses yeux gris contenaient une menace mortelle. « Lâche ma femme. Immédiatement. » Ramon desserra les doigts à contre-cœur. « Ce ne sont pas tes affaires, gringo. Ma femme, ce sont toujours mes affaires. » James s'approcha, et les hommes de Ramon reculèrent instinctivement. « Et si je vois encore quelqu'un l'importuner ?» Il ne termina pas sa phrase, mais tout le monde comprit la menace. Ramon cracha par terre et fit signe à ses hommes. « Allons-y. Mieux vaut ne pas se frotter à eux. » Quand ils furent partis, James serra Chiara tremblante dans ses bras. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Maintenant, oui. » Elle se blottit contre sa poitrine. « Comment as-tu su? Le garçon de la boutique est venu en courant. Il a dit que des types importunaient une belle indienne. » James l'embrassa sur le sommet de la tête. « J'ai tout de suite su que c'était toi. Et s'ils n'avaient pas reculé, ils auraient reculé. » Sa voix était empreinte d'une confiance absolue. « Je t'ai promis de te protéger. De tous et toujours. » Le soir, ils racontèrent l'incident à Hélène. Elle fronça les sourcils. « Ramon Caceres est le fils d'un riche marchand. Il pense que tout lui est permis. » Elle remua pensivement le sucre dans son thé. « Mais après aujourd'hui, il ne te touchera plus. Au Texas, on respecte la force. Et James a montré qu'il protégerait sa famille. J'espère, » soupira Chiara. « N'en doute pas. » Hélène sourit. « D'ailleurs, il est temps pour vous de penser à votre propre maison. Les jeunes mariés ne devraient pas vivre sous le toit d'autrui. » James et Chiara échangèrent un regard. Ils y avaient pensé eux-mêmes, mais ne voulaient ne pas se précipiter. « Tu as des idées ?» demanda James. « Sur Cherry Street, une petite maison est à vendre. 2 chambres, une cuisine, un salon. Il y a un jardin et un puits. Le propriétaire déménage chez des parents à Austin. Il n'en demande pas cher. »« Tu nous la montres demain ?» demanda Chiara. « Bien sûr. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit, ils firent des projets pour l'avenir. « James, » dit Chiara, installée sur sa poitrine, « ne regrettes-tu rien? Rien? À quel sujet? D'avoir lié ta vie à la mienne. Tu peux le dire honnêtement. Parfois tu dois penser que ce serait plus simple avec une femme blanche ordinaire. » James lui releva le menton, la forçant à le regarder dans les yeux. « Chiara, écoute-moi bien. » Sa voix était sérieuse. « Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Peu importe la couleur de ta peau ou d'où tu viens. Tu es la moitié de mon âme. Et je suis prêt à me battre contre le monde entier pour être avec toi. » Elle l'embrassa, mettant dans ce baiser tout son amour et sa gratitude. « Et moi je suis prête à construire ce monde avec toi, » murmura-t-elle. « Notre monde,
ou peu importe qui tu es par le sang, mais seulement à quel point tu aimes. Le lendemain, ils visitèrent la maison de Cherry Street, petite mais confortable, avec de larges fenêtres et des murs solides. Dans le jardin poussaient des pommiers et des rosiers, et derrière la maison se trouvait une grange pour le cheval de James. « C'est parfait, » dit Kiara, s'imaginant déjà prendre le petit déjeuner dans la cuisine, faire sécher ses herbes au grenier, et voir James réparer la clôture le soir. « On la prend ?» demanda-t-il. « On la prend », acquiesça-t-elle avec détermination. Une semaine plus tard, ils emménageaient dans leur propre maison. Hélène leur offrit de la vaisselle et du linge de lit, les voisins apportèrent des tartes et de la confiture. Les pensionnaires de la pension aidèrent à transporter les meubles. « Bienvenue à la maison, Madame McConnell », dit James en portant sa femme pour franchir le seuil. « Bienvenue à la maison, Monsieur McConnell », répondit-elle en l'embrassant. Leur nouvelle maison sentait la peinture fraîche et l'espoir. Devant eux s'étendait toute une vie, pleine d'amour, de difficultés, de joies et de peines. Mais ils affronteraient tout cela ensemble, comme il sied à un vrai mari et une vraie femme qui s'étaient trouvés au milieu des vastes étendues du Far West. 1 an s'était écoulé depuis que James et Kiara s'étaient installés à San Antonio. Leur maison de Cherry Street était devenue un véritable nid familial. Les pommiers du jardin fleurissaient pour la 2e fois. Les rosiers formaient de luxuriants buissons, et la cuisine embaumait toujours les infusions que Kiara préparait. La réputation de la jeune guérisseuse s'était rapidement répandue dans la ville et ses environs. On venait la voir non seulement pour des remèdes, mais aussi pour des conseils et du réconfort. Kiara accueillait tout le monde, des épouses de riches ranchers aux familles mexicaines pauvres des faubourgs. Ses mains bienveillantes et sa voix douce guérissaient non seulement les corps, mais aussi les âmes. James s'était également bien adapté à son nouveau rôle. Le shérif Connor lui confiait de plus en plus d'affaires, et les citadins le respectaient pour sa justice et sa fermeté. Il n'abusait jamais de son pouvoir, mais ne permettait à personne d'enfreindre la loi. Le jeune adjoint Billy Jackson le considérait comme le meilleur mentor qu'on puisse trouver. En cette claire journée d'octobre, Kiara était assise dans son fauteuil à bascule préféré sur la véranda, raccommodant une chemise de son mari et fredonnant une chanson indienne que sa grand-mère lui avait apprise. L'air sentait l'automne et la fumée de la cheminée. Elle avait allumé le feu le matin, car les nuits devenaient déjà fraîches. Le ventre de Kiara s'était visiblement arrondi sous sa robe de coton bleu. Dans 3 mois, leur premier enfant devait naître, et les jeunes parents se disputaient déjà sur le prénom à lui donner. James voulait William, en l'honneur de son père, tandis que Kiara penchait pour Samuel, un nom biblique qu'ils aimaient tous les deux. « Si c'est un garçon, bien sûr, » disait-elle en caressant son ventre. « Et si c'est une fille, alors Mary, » répondait invariablement James, en l'honneur de ma sœur. Il n'en avait jamais parlé en détail, mais Kiara comprenait. Le souvenir de la sœur qu'il n'avait pas pu sauver lui faisait encore mal au cœur. Mais maintenant, il avait l'occasion de donner ce nom à sa propre fille, comme un symbole de rédemption et d'un nouvel espoir. Le bruit de sabots sur les pavés fit lever la tête à Kiara. Un cavalier familier approchait à vive allure. C'était le jeune Billy Jackson, l'adjoint du shérif. Son visage était inquiet. « Madame McConnell !» cria-t-il en descendant de cheval près du porche. « Où est James ? Le shérif Connor le cherche d'urgence. »« Il patrouille dans les quartiers est. » répondit Kiara en se levant péniblement de son fauteuil. « Que se passe-t-il, Billy ?»« Un braquage de banque. 3 hommes armés se sont enfuis en direction des montagnes. Le shérif rassemble une poursuite. » Kiara sentit un frisson de peur. Les braqueurs de banque dans le Far West se rendaient rarement vivants, ce qui signifiait une fusillade. « Dites à James que je l'attends, » dit-elle, « et dites-lui d'être prudent. » Billy hocha la tête et repartit au galop. Kiara resta sur la véranda, scrutant la direction du centre-ville
d'où parvenait un bruit confus. Des cris, des bruits de sabots, des aboiements de chiens. Au loin, des coups de feu retentirent. 1 heure plus tard, James arriva à la maison. Son visage était grave, et à sa ceinture, en plus de son colt habituel, pendait une carabine. « Chiara », dit-il en montant rapidement sur la véranda et en serrant sa femme dans ses bras. « Je dois partir avec la poursuite. Les braqueurs pourraient s'enfuir dans les montagnes, et là il sera impossible de les retrouver. Je sais. » Elle se blottit contre sa poitrine, inhalant l'odeur familière de cuir et de tabac. « Mais promets-moi de revenir sain et sauf. »« Je te le promets. » James l'embrassa sur le front, puis se pencha et posa une main sur son ventre arrondi. « Et je te le promets aussi, petit. Papa reviendra, c'est sûr. » Il partit, et Chiara suivit du regard le petit groupe de cavaliers se dirigeant vers les escarpements montagneux. Hélène, qui était accourue en apprenant la nouvelle, passa un bras autour des épaules de sa belle-sœur. « Ne t'inquiète pas. James est expérimenté, prudent. Il connaît son métier. »« Je sais, mais j'ai peur quand même. » Chiara posa une main sur son ventre. « L'enfant doit naître avec un père vivant. »« Et il naîtra, » dit Hélène avec assurance. « En attendant, rentrons. Préparons un bon dîner chaud pour le retour du héros. » Elles passèrent en la soirée à coudre et à discuter tranquillement. Mais toutes deux prêtaient constamment l'oreille au bruit de la rue. Finalement, tard dans la nuit, le bruit familier des sabots se fit entendre. James revint fatigué, mais indemne. Les braqueurs avaient été rattrapés dans une gorge montagneuse après une courte fusillade. L'un était blessé, les 2 autres s'étaient interrendus. « L'argent volé a été retrouvé ?» demanda Chiara en aidant son mari à retirer ses bottes, jusqu'au dernier centime. James s'étira, détendant ses épaules endolories. « Demain, il y aura le procès. Et après-demain, le shérif Connor a promis un jour de congé. Il a dit que les femmes enceintes ont besoin de plus d'attention de la part de leur mari. » Chiara se mit à rire. Cet homme est sage, ce Connor. Quelques jours plus tard, un événement changea leur vie à jamais. Le shérif Connor annonça son intention de prendre sa retraite. « L'âge, tu sais, » dit-il à James alors qu'il patrouillait dans la rue principale. « Ma femme veut déménager chez notre fille en Californie. Et je suis fatigué de ce travail. 40 ans que je porte l'insigne. Il est temps de me reposer. » « Et qui prendra votre place? Qui recommanderais-tu » demanda Connor avec un sourire malicieux. James réfléchit. « Billy est un bon gars, mais il est encore jeune. Thompson du comté voisin est expérimenté, mais trop dur. Et toi? Moi ?» James regarda son mentor avec surprise. « Mais je n'ai pas assez d'expérience en matière de commandement. Mais tu as l'honnêteté, la justice et le respect des gens. » Connor arrêta son cheval et se tourna vers James. « Mon garçon, en 1 an, tu t'es montré meilleur que n'importe quel shérif expérimenté. Les gens te font confiance, et je te fais confiance. » Le soir, James parla à Chiara de la proposition de Connor. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Je pense que tu t'en sortiras. » Chiara Louis caressa les cheveux, alors qu'il reposait sa tête sur ses genoux. « Tu es juste, courageux, intelligent, et surtout, tu veux sincèrement aider les gens. » Et si quelque chose ne va pas, si je ne suis pas à la hauteur de leur confiance, alors nous y ferons face aussi, ensemble. » Elle se pencha et l'embrassa. « Nous nous avons l'un l'autre, et cela signifie que nous pouvons surmonter toutes les difficultés. » 1 mois plus tard, James devint officiellement le shérif de San Antonio. Le jour de la cérémonie solennelle de passation de l'insigne, toute la rue principale était décorée de drapeaux, et les citadins s'étaient rassemblés pour féliciter le nouveau gardien de l'ordre. « Citoyens de San Antonio », dit le maire Johnson en remettant à James l'insigne d'argent. « Devant vous se tient un homme qui a déjà prouvé son dévouement à la loi et à la justice. Je suis convaincu que sous sa direction, notre ville deviendra encore plus sûre et prospère. » Chiara se tenait au premier rang, souriant fièrement.
Son ventre était déjà très proéminent. Il ne restait que quelques semaines avant l'accouchement. Après la cérémonie, une Mexicaine âgée, Señora Vasquez, s'approcha d'eux. « Shérif McConnell, dit-elle, ma petite fille est très malade. Le docteur Harrison dit qu'il ne peut rien faire. On dit que votre femme sait guérir avec les herbes. » « Bien sûr, » répondit immédiatement Chiara. « Allons-y, je vais voir la petite. » La petite Maria Vasquez était fiévreuse et son cou présentait un gonflement effrayant. Ses ganglions lymphatiques étaient enflammés. Chiara examina attentivement l'enfant. « On peut la guérir, » dit-elle à la grand-mère. « Mais cela demandera du temps et le respect scrupuleux de toutes les prescriptions. » Elle prépara une infusion d'écorce de saule et d'échinacée, montra comment faire des compresses et expliqua le régime à suivre. Une semaine plus tard, la fillette était guérie. « Señora McConnell a sauvé ma petite fille. » Racontait à tout le monde Señora Vasquez. « C'est une vraie guérisseuse, bénie de Dieu. » La renommée du talent de Chiara se répandit rapidement dans tout le comté. On venait la consulter non seulement de San Antonio, mais aussi des villes voisines. Elle soignait tout le monde, riches et pauvres, blancs et mexicains, sans faire de distinction. « Tu as des mains en or », lui disait James en voyant sa femme se pencher sur un nouveau patient. « Je me souviens simplement de ce que ma grand-mère m'a appris », répondait Chiara, « et j'essaie d'aider les gens comme tu m'as aidé. » Début décembre, leur fille naquit. L'accouchement fut difficile. Chiara souffrit toute la nuit, tandis que James tournait en rond dans la maison, ne trouvant pas sa place. Hélène et la vieille sage-femme, Señora Lopez, qui était venue spécialement d'Austin, ne quittèrent pas la chambre. Finalement, à l'aube, un faible cri d'enfant se fit entendre. « James !» appela Hélène. « Viens faire la connaissance de ta fille !» Le bébé était minuscule, mais robuste. Des cheveux sombres, les yeux gris de son père. Une peau douce avec une légère teinte dorée. « Elle est magnifique », murmurait James, tenant délicatement sa fille dans ses bras. « Tout comme sa mère. » « Mary », sourit faiblement Chiara. « Comme nous l'avions convenu. »« Mary McConnell », répéta James. « Bienvenue dans notre monde, petite. » Hélène devint la marraine et le shérif Connor, qui avait reporté son déménagement pour assister à la cérémonie, le parrain. La petite Mary grandit dans une maison pleine d'amour et de rire. Chiara lui chantait des berceuses en 2 langues, anglais et comanche. James lui fabriquait des jouets en bois et lui racontait des contes de princesses et de chevaliers. Quand la fillette eut 6 mois, Cœur de Pierre, son grand-père, vint leur rendre visite. Il avait vieilli, ses cheveux avaient un blanchi, mais son regard restait vif et perçant. « Elle te ressemble à cet âge, » dit-il à Chiara en admirant sa petite fille. Ian Mamwa Oshun. Il a clairement le caractère de son grand-père, ajouta James, têtu et déterminé. Cœur de Pierre se mit à rire, pour la première fois depuis de nombreuses années. Ce sont de bonnes qualités pour une femme. Que personne ne la force à aller contre sa volonté. Il resta 2 semaines seul chez eux, aidant aux tâches ménagères et racontant à sa petite fille les légendes de leur peuple. Avant de partir, il prit la main de James. « Tu es un bon mari pour ma fille, » dit le vieux chef, « et un bon père pour ma petite fille. Les esprits dits de nos ancêtres bénissent votre union. »« Merci, père, » répondit James, et il n'y avait aucune formalité dans cette appellation, seulement une sincère gratitude. Les années passèrent. La famille s'agrandit. 2 ans plus tard, naquit un fils, Samuel, nommé d'après le prophète biblique. Puis une autre fille, Rose, en l'honneur de la fleur texane qu'Hélène aimait tant. James s'imposa comme un shérif juste et sage. La criminalité dans la ville diminua et le commerce prospéra. Les marchands savaient qu'à San Antonio, leurs marchandises et leur vie étaient en sécurité. Chiara devint la guérisseuse la plus respectée du comté. Leur maison était toujours pleine d'invités, des malades en quête de guérison,
des voisins passant pour le thé, de jeunes couples demandant conseil. « Tu sais ce qu'il y a de plus surprenant ?» dit James un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda, regardant les enfants jouer dans le jardin. « Quoi ?» demanda Chiara en berçant la petite Rose. « Quand je t'ai rencontré sur cette route, je pensais simplement aider une jeune femme en détresse. Mais en réalité, j'ai trouvé mon destin. Et j'ai trouvé le mien. » Elle se pencha et l'embrassa. « Et j'ai trouvé un foyer. Un vrai foyer, pas un lieu, mais les gens que l'on aime. » Le petit Samy courut vers la véranda, essoufflé par le jeu. « Papa, c'est vrai que tu as sauvé maman des méchants ?» demanda-t-il, les yeux grands ouverts. « Pas des méchants, » sourit James, « de ce qui aurait pu la rendre malheureuse. Mais en réalité, c'est elle qui m'a sauvé. »« De qui ?» s'intéressa sa fille aînée, Mary. « De la solitude, » répondit Chiara à la place de son mari. « Parfois, la chose la plus effrayante dans la vie, c'est d'être seul. Et maintenant, nous ne serons plus jamais seuls, » déclara solennellement Samy. « Parce que nous sommes une famille. »« C'est vrai, mon fils, » dit James en soulevant le garçon dans ses bras. « Nous sommes une famille, et c'est pour toujours. » Le soleil se couchait à l'horizon, colorant le ciel de teintes dorées et roses. Dans la maison de Cherry Street, les lumières s'allumèrent. On se préparait pour le dîner. Une odeur de tarte aux pommes et de rôti flottait dans l'air. Chiara avait passé la journée à préparer un repas de fête pour l'anniversaire de Mary. James passa un bras libre autour de sa femme, serrant toute sa famille contre lui. Il pensait à cette route où il avait vu Chiara pour la première fois, pieds nus, effrayés, un couteau à la main, et au long chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. « À quoi penses-tu » demanda Chiara, remarquant sa rêverie. « Au fait que parfois, les plus belles histoires ne commencent pas du tout comme on s'y attend. » Il l'embrassa sur la tempe, mais elle se termine exactement comme elle le devrait. Et comment notre histoire devrait-elle se terminer? Elle ne devrait pas se terminer. James sourit en regardant ses enfants, sa femme, la maison qu'ils avaient construite ensemble. Elle devrait continuer, de génération en génération, comme un amour plus fort que le temps. Ce soir-là, une fois les enfants endormis et le silence revenu dans la maison, James et Chiara étaient assis près de la cheminée, se tenant la main et faisant des projets pour l'avenir. Ils allaient élever leurs enfants, voir leurs petits-enfants, vieillir ensemble. Et chaque jour de cet avenir serait rempli du même amour qui les avait réunis sur une route poussiéreuse du Texas, bien des années auparavant. L'histoire de leur amour était inscrite dans les annales du Far West, non pas par des exploits retentissants ou des mines d'or, mais par le bonheur tranquille d'une famille qui s'était trouvée malgré tous les obstacles. Et ce bonheur était plus précieux que tous les trésors, car il n'avait pas été gagné par la force des armes, mais par la force du cœur.